Les découvertes réalisées au cours des dernières décennies ont permis de créer le monde que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette vision toujours plus technologique ne nous écarte-t-elle pas du vrai bonheur ? Cette course au contrôle et au plaisir ne cache-t-elle pas un manque de compréhension de notre véritable nature ? Nous sommes avant tout des êtres d'émotion et de conscience, en quête permanente de sens et d'harmonie. Mais ces besoins fondamentaux ne pourront être satisfaits qu'en empruntant de nouveaux chemins. Une voie qui nous permettra de révéler nos potentiels naturels et de les développer dans le sens de notre réalisation positive, en équilibre avec notre environnement. C'est à cette unique condition que nous accéderons à notre véritable santé, comme le démontrent désormais les neurosciences, l'épigénétique ou encore la biologie quantique. Nous sommes plus que jamais invités à évoluer afin de co-créer ce nouveau paradigme. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans la première capsule vidéo, j'ai voulu insister sur le fait qu'on était en train de vivre une crise très importante, une crise humaine, une crise mondiale qui touchait absolument tous les plans de notre société. Et le but de ce projet, troisième paradigme, c'est de voir comment justement transcender cette crise. Et pour ça, peut-être faire appel à des nouvelles connaissances, à des nouvelles notions, parce que l'humain, et c'est tout à fait naturel, a tendance à se limiter en termes de solutions en fonction des croyances et des connaissances du paradigme dans lequel il est en train de vivre. Et force est de constater, c'est que tout le monde vivant aujourd'hui n'a connu malheureusement qu'un seul paradigme, c'est le deuxième paradigme de la conscience qui a débuté en 1945. Et d'ailleurs, on a connu après cette période-là ce qu'on a appelé historiquement les 30 Glorieuses, donc c'est bien la preuve que 1945 a marqué vraiment le tournant dans l'histoire et c'était vraiment la naissance de ce que j'appelle le deuxième paradigme de la conscience. Alors peut-être que des gens m'écoutent et sont nés avant 1945, mais on peut dire qu'avant 1945, nous n'étions pas dans le premier paradigme de conscience, on était simplement dans la première crise transitionnelle qui a fait le lien entre le premier et le deuxième paradigme de la conscience, et cette première crise transitionnelle a débuté en 1900. Donc, au final, aujourd'hui, vivant sur Terre, nous n'avons que des gens qui avons connu un seul paradigme de conscience, et ça va nettement conditionner nos façons de voir les choses et aussi malheureusement notre façon de transcender la crise qui frappe à notre porte, la deuxième crise transitionnelle qui a commencé réellement effectivement en 2020 et qui va certainement s'étendre jusque 2045 environ. Il n'y aura pas de passage rapide au troisième paradigme de la conscience. On va vivre aussi une crise transitionnelle qui va s'étaler sur plusieurs années. Alors, je trouve essentiel pour transcender notre crise actuelle du troisième paradigme de la conscience, c'est peut-être de tirer les bons enseignements de la première crise. Et donc pour ça, on pourrait commencer par regarder quels ont été les indicateurs majeurs de la présence de cette première crise transitionnelle. Et au niveau des indicateurs, on pourrait citer deux points qui me paraissent fondamentaux. C'est une première pandémie. Une première pandémie pour le XXe siècle qui était simplement la grippe espagnole. On peut retrouver aussi des conflits géopolitiques majeurs, étant donné que c'est dans cette période-là de transition que nous avons connu les deux premières guerres mondiales. Et donc je pense qu'on peut déjà voir des correspondances entre les deux crises transitionnelles qui sont affichées juste derrière moi. Une autre chose, parce qu'il ne faut pas voir le côté négatif, encore une fois, une crise est un phénomène naturel qui nous invite simplement à aller vers davantage d'autonomie, comme je le disais dans la toute première capsule vidéo. On pourrait voir aussi, pour se donner un petit peu de baume au cœur éventuellement, c'est qu'est-ce qui a succédé de positif à cette crise. Et là, je reprendrai un événement de 1948 qui a été tout simplement l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Et donc, ça, c'est vraiment propre à toute prise de conscience. Après des événements tragiques majeurs, il y a des hommes qui se réunissent pour finalement fixer un cadre beaucoup plus humain à la société. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important à retenir pour, justement, permettre de transcender la crise actuelle. Au-delà de ça, pendant cette crise, nous avons eu l'émergence, une grosse émergence scientifique. Alors là, je vais quand même ouvrir une parenthèse qui me paraît fondamentale au niveau de la science. La science, c'est simplement des gens qui ont l'humilité d'étudier les phénomènes physiques et naturels qui nous entourent, point. On a une grosse tendance aujourd'hui à confondre science et technologie. La science cherche à comprendre les lois naturelles, point. Les découvertes qui auront été faites par les scientifiques, là nous pouvons, bien entendu, développer une technologie qui est un outil qui est fondé sur des découvertes scientifiques. Ça, c'est de la technologie pure. La création d'outils pour améliorer notre quotidien, ça s'appelle juste de la technologie. Et un outil, c'est un petit peu comme un couteau, c'est toujours une lame à double tranchant. Et donc, la façon dont on va utiliser l'outil, on pourra en faire quelque chose de positif ou bien quelque chose de négatif. Ça, c'est fondamental. Toujours est-il, pendant cette première crise transitionnelle, nous avons eu de grosses avancées scientifiques qui ont complètement changé notre façon de vivre entre le premier et le deuxième paradigme. Et c'est ça qui est vraiment évocateur de la transition de paradigme, c'est quand il y a des nouveautés qui apparaissent, qui changent complètement notre mode de vie. Et donc, en ce sens, j'ai relevé certaines découvertes qui ont été faites, je les ai même datées pour qu'on se rende compte, parce que c'est pas évident quand on a connu, on est né en 40, en 60, en 80 ou bien en 2000, et il n'est pas évident de se rendre compte que quelques décennies plus tôt, nous vivions de manière complètement différente au monde d'aujourd'hui. Et c'est vraiment fondamental de l'intégrer. Alors, j'ai repris donc quelques découvertes scientifiques, notamment autour de 1900, on a connu les premiers moyens de transport routier et transport aérien. En 1905-1910, on a vu en France apparaître les premières centrales électriques qui délivraient de l'énergie électrique dans les foyers, dans le domestique. Ça se limitait simplement à une ampoule dans la salle de vie principale et l'énergie électrique n'était même pas facturée à l'époque. Donc l'introduction de cette énergie électrique a bouleversé complètement nos modes de vie. On a eu quelque chose de fondamental également, qui a été créé en 1911 par Ernest Solvay, un Belge qui a réuni sur Bruxelles les plus grands savants. Je parle de Planck, je parle d'Einstein, je parle de Marie Curie, Bohr, j'en oublie bien entendu, ils étaient très nombreux. Et dans ces conseils Solvay, Ernest Solvay a décidé de se dire, tiens, notre connaissance de la science n'est peut-être pas aboutie. Et c'est peut-être en réunissant les gens qui ont la capacité de faire des découvertes scientifiques qu'on pourra réellement faire avancer la science. Ça aussi, la création du Conseil Solvay pour le développement de la science. On était encore beaucoup à ce moment-là, le Conseil Solvay, dans la science de l'inerte. Je parlais dans la première capsule vidéo de la différence entre les sciences inertes et les sciences beaucoup plus humaines. Et je pense justement que la collaboration de personnes autour de sujets profonds scientifiques est aussi un moyen de sortir de la crise d'aujourd'hui. D'accord ? Alors, quand même dire quelque chose sans rentrer trop dans le détail, parce qu'il n'y a pas que des scientifiques qui m'écoutent, mais il y a eu 3 grandes découvertes qui ont été faites dans les décennies qui ont suivi la création de ce Conseil Solvay. Au sein de ce Conseil Solvay, c'est la connaissance de l'atome, c'est la connaissance de la physique quantique, et également la découverte de l'énergie nucléaire. Et là, on peut réfléchir un petit peu et voir en effet que ces découvertes-là ont complètement conditionné nos modes de vie d'aujourd'hui, avec, dans les années qui ont suivi, 1928-1951, l'apparition du premier antibiotique, l'apparition également du premier neuroleptique. Donc, toute une série de découvertes scientifiques qui ont permis après de faire de la technologie, et c'est comme ça que nous sommes sortis de la crise. Et c'est normal que la technologie nous ait permis de sortir de cette crise. Avec
une particularité, c'est que toutes ces découvertes, souvenez-vous, une crise doit toujours nous faire tendre vers davantage d'autonomie. Et justement, les découvertes qui ont été faites à cette époque-là ont permis d'accroître notre autonomie. On n'était plus dépendant de la distance qui nous séparait, plus dépendant non plus des conditions extérieures, je pouvais m'éclairer chez moi à l'heure que je souhaitais. On a commencé à pouvoir soigner un peu mieux des maladies grâce à la pénicilline, grâce aux premiers neuroleptiques. Donc on allait bel et bien, à cette époque-là, vers davantage d'autonomie. Et c'est pour ça que c'est une crise transitionnelle qui a été réellement transcendée et qui a amélioré notre mode de vie et notre autonomie. D'ailleurs, si je fais un comparatif de l'espérance de vie que nous avions en 1900, et ça c'est un chiffre qui a souvent choqué quand je le répétais autour de moi, l'espérance de vie en 1900 était d'environ 43 ans, l'espérance de vie en 2020, début de la crise que nous connaissons, elle est de 83 ans. Donc on a vraiment fait un bond en avant dans l'augmentation de notre espérance de vie. Et vous allez voir qu'en termes d'évolution humaine, cette augmentation de longévité a vraiment une signification beaucoup plus profonde qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est pour ça que cette augmentation de la longévité a vraiment un sens. La technologie de l'époque, la médecine de l'époque a réellement permis d'avancer dans le cadre de notre évolution. Alors, aujourd'hui, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on rencontre cette deuxième crise transitionnelle? Eh bien, souvenez-vous, encore une fois, une crise humaine, c'est toujours un phénomène naturel. Toujours. Donc, on a acquis un meilleur seuil d'autonomie, mais nous avons aussi conservé certaines dépendances et nous avons même créé d'autres dépendances. Et donc, c'est un petit peu comme l'enfant qui passe au stade d'adolescence, mais une fois qu'il a vaincu, qu'il a transcendé sa crise d'adolescence, il n'est pas encore à son stade ultime d'autonomie. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas, dans le deuxième paradigme de conscience, atteint notre stade ultime d'évolution, de conscience, et donc nous vivons une crise tout simplement pour nous conduire vers le troisième paradigme. Malheureusement, il y a une voie qui nous est tracée. Il y a une voie qui nous est tracée et qui n'est pas la voie de notre autonomie. Et cette voie, on l'appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? C'est encore accroître le niveau de technologie et l'insérer de plus en plus dans l'être humain. Alors, je ne suis pas un défenseur, loin de là, du transhumanisme, et raison pour laquelle j'ai décidé, plutôt que de parler moi-même du transhumanisme, j'ai décidé de laisser la parole à Yuval Harari. Donc j'ai pris une de ses interviews et j'ai fait une petite séquence de quelques minutes pour qu'il puisse, lui, exprimer son avis sur le transhumanisme. Et avant de lancer la vidéo, je vais simplement vous dire que, première chose, donc c'est un historien israélien, qui est l'auteur notamment de 2 livres, Homo sapiens et Homo Deus, qui a reçu vraiment des éloges de personnes comme Zuckerberg, comme Barack Obama, comme Klaus Schwab également. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a quand même su toucher le gratin de la société qui constitue en tout cas aujourd'hui le deuxième paradigme de la conscience. Je vous laisse l'extrait vidéo et je vous retrouve juste après. Belle écoute. Je suis spécialiste de l'histoire militaire médiévale et je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé avec Sapiens et maintenant avec Homo Deus. Aujourd'hui, par contraste, personne n'a une idée de ce à quoi le marché du travail ressemblera dans 30 ans. Nous ne savons plus quoi enseigner à nos enfants dans les écoles pour la première fois dans l'histoire. Nous ne savons pas quoi enseigner aux enfants parce que personne ne sait quel genre de monde adviendra en 2040. Et nous ne savons même pas ce que le corps humain sera dans 30 ou 40 ans d'aujourd'hui. La plus grande révolution religieuse à venir, c'est une possibilité, pourrait bien être ce que vous appelez le dataïsme. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur cette expression, sur ce mot, le dataïsme. Qu'est-ce que c'est?
La religion, c'est l'autorité. La religion est un narratif qui donne la légitimité à quelqu'un. Au Moyen-Âge, il y avait des questions sur la vie, sur le pays. Si vous aviez ce genre de questions, vous alliez à l'Église, vous tourniez vers la Bible, vers Dieu. C'était eux la source de l'autorité. Aujourd'hui, la nouvelle religion du dataïsme dit si vous avez une question, si vous avez un problème, allez voir les algorithmes. Et des milliards de gens le font. La source la plus importante d'autorité aujourd'hui, c'est pas l'Église, c'est Google. S'il y a quelque chose que vous ne savez pas, vous n'allez pas voir le prêtre, ou très rarement aujourd'hui. Le premier endroit où vous vous rendez, et aussi le dernier endroit où vous allez, c'est Google. Et c'est simplement le début. Très rapidement, je pense que nous aurons suffisamment de données et suffisamment de puissance de calcul pour hacker les êtres humains. Vous savez, on discute beaucoup du hackage des ordinateurs, comme les Russes ont hacké les ordinateurs d'Hillary Clinton. Mais ce qui se passe réellement, c'est que nous essayons de hacker les êtres humains. Et comme on a entendu ici précédemment, sur ce plateau, c'est que finalement, les êtres humains ne sont que des algorithmes biochimiques. Et si vous avez suffisamment de données, et si vous avez suffisamment de puissance de calcul, vous pouvez hacker les algorithmes humains. Et à ce moment-là, vous pouvez contrôler et manipuler les gens d'une manière que même Staline et Hitler et les grands dictateurs du XXe siècle n'auraient pas pu imaginer. Ils promettent par-dessus tout une meilleure santé. Je crois que au XXIe siècle, ce sera une bagarre entre la vie privée et la santé va gagner. Les gens vont être volontaires pour abandonner leur vie intime, leur intimité, pour avoir des meilleurs soins. Parce que finalement, les données qui sont véritablement importantes, ce sont les données biométriques de l'intérieur de votre corps. C'est le point clé. La grande invention sera le capteur biométrique. Quand les gens vont commencer à porter des capteurs biométriques sur ou dans leur corps, tout le temps, cela va être vraiment le déclenchement de cette révolution. Et pourquoi est-ce que les gens accepteraient de porter des capteurs biométriques sur leur corps et de donner ces données au gouvernement ou aux entreprises? En raison de la santé. On va leur promettre avec de bonnes raisons que si vous acceptez ça, nous pouvons identifier par exemple le cancer quand il n'en est qu'au tout début. Et c'est très facile de s'en occuper. Nous pouvons immédiatement identifier à quel moment il y a une épidémie qui se répand et isoler les premiers qui sont atteints et arrêter l'épidémie. C'est pas un mensonge. Ils vont être capables de fournir des soins de santé nettement meilleurs qu'auparavant. Et ça va convaincre la plupart des gens à abandonner leur vie privée en échange. Comment on fait pour stopper ce mouvement? On ne peut pas appuyer sur le frein parce que personne ne sait où est le frein. Et tout le système politique et économique est construit sur la croissance. L'idéal numéro un de tous les systèmes politiques aujourd'hui dans le monde, c'est la croissance économique. Vous pouvez dire que vous êtes musulman, juif, hindouiste, socialiste, capitaliste, aucune importance. La vérité, c'est que la valeur numéro un, c'est la croissance économique. Et si vous voulez arrêter le progrès de la technologie, ça signifie arrêter la croissance économique. Et aucun gouvernement ne veut ou n'est capable de le faire. Voilà, je vous ai laissé quelques minutes pour écouter les propos d'Yuval Harari. Je ne vais pas porter de jugement sur ces propos, mais j'ai quand même relevé 4 points qui me paraissent fondamentaux. Il dit une chose à un moment, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que nous ne savons plus ce que nous devons enseigner aux enfants. Donc c'est bien la preuve que même pour cet historien, on est en face d'un gouffre. On est en face d'une inconnue totale. C'est quoi l'étape d'après? Même s'il y a une solution qui se dégage, cette solution du transhumanisme dont il a très bien parlé. Et donc dans ses propos, il dit aussi, dans le futur, l'être humain sera prêt à échanger, à troquer sa santé contre ses libertés et sa vie privée.
Alors, quand on est capable de troquer sa vie privée et sa liberté pour la santé, ce n'est plus de la santé. C'est l'opposé de la santé. C'est de la peur de la maladie. Et ça, c'est une distinction très importante à faire. Je veux être en bonne santé ou j'ai peur de tomber malade? Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Il précise aussi que le transhumanisme, c'est quoi finalement? C'est rajouter des capteurs biométriques sur le corps ou dans le corps qui permettrait la manipulation et le contrôle des individus. Ça ne va toujours pas dans le sens de l'autonomie ni de la liberté. Et puis, à la fin de l'interview, vous l'entendez comme moi, le journaliste lui demande est-ce qu'il y a une pédale de frein à ça? Il dit non, il n'y a pas de frein pour la simple et bonne raison qu'il y a un fondement de notre société, du deuxième paradigme, c'est le mondialisme, c'est une économie qui est basée sur la croissance. Et donc, sur base de ça, sur base de cette économie qui n'est pas quelque chose de naturel, l'économie, c'est bien un système qui a été inventé par l'homme. S'il est caduque, tient qu'à l'homme tout simplement de changer ce système économique. Mais voilà, perspective d'avenir, il dit quand même qu'il y a bonne chance que ce transhumanisme apparaisse dans le futur pour des raisons strictement économique. Alors, je ne parlerai plus du transhumanisme. J'aborderai peut-être une toute petite fois dans une prochaine vidéo le transhumanisme à un moment donné. Mais sinon, voilà, je laisse ça aux spécialistes. Vous avez compris un petit peu au travers de ce que je vous ai déjà dit depuis la première capsule vidéo que ça va complètement à l'encontre de ma vision de l'humain et de la vision qu'il faut avoir de l'humain. Donc voilà, je vous ai posé là parce qu'au moins ça vous permet de vous faire une vraie idée sur ce qui se prépare comme issue possible au deuxième paradigme de la conscience. La vidéo, vous allez la retrouver de façon intégrale dans les commentaires de ma capsule numéro 2 ici. Donc je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien et à regarder l'entièreté de cette vidéo. Alors, je vais quand même compléter mon tableau, laisser le maximum d'informations par rapport à ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Et donc, on peut se demander, tiens, comment est-ce que le transhumanisme a pu ou pourrait se développer? C'est important, ça. Et je dirais simplement, comme précédemment, par des découvertes technologiques, non plus scientifiques. On est resté sur le développement technologique comme on l'a fait à la première crise transitionnelle et malheureusement ou heureusement, on n'a peut-être pas mis la bonne limite au bon moment. En 1971-71 pour les Français, nous avons découvert les microprocesseurs qui ont fait des choses géniales. C'est grâce à ça qu'on s'est communiqué. On a en 1990 découvert et développé beaucoup autour des biotechnologies. On a, en 2002, des essais ont été faits aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons, d'ectogénèse humaine. Là, on peut aussi se renseigner entre le lien entre transhumanisme et ectogénèse. On a également, ici, on en parle beaucoup depuis quelques mois, on a également l'intelligence artificielle, le fameux ChatGPT qui a fait un grand boom. Et voilà, à un moment, où est-ce qu'on met la limite entre l'humain et la technologie? C'est en plein la bonne question à se poser pour transcender cette crise actuelle, humaine et mondiale. Alors, concernant ChatGPT, j'ai quand même envie de vous partager quelque chose qui m'est arrivé ces jours-ci. Je tombe sur le tweet du docteur Laurent Alexandre, qui faisait la promotion de son dernier livre. Et il pose la question, je vous l'affiche ici, il pose la question, tiens, que vont devenir les Français qui seront moins intelligents dans le futur que ChatGPT? Et ça, c'est une chose vraiment, vraiment, vraiment importante, c'est de se rendre compte que le deuxième paradigme de conscience a fait l'apogée de l'intellect, de l'intelligence rationnelle. Et on croit bien souvent que l'intelligence rationnelle est le sommet de notre évolution. C'est faux. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, je connais des gens qui sont bardés de diplômes, qui ont fait de grandes choses dans le champ de vision du deuxième paradigme de conscience, mais qui humainement sont plus bas que terre. Et on en connaît tous. D'accord? Et donc voilà, cette intelligence rationnelle n'est pas le sommet de notre évolution, loin de là. Et donc je lui ai répondu à son tweet en disant, c'est pas grave, ces Français-là deviendront simplement de vrais êtres humains. Et ça,
Ça, c'est vraiment l'enjeu. Comment dire, la voie opposée au transhumanisme, ce sera l'humanisme qui est le strict opposé à la notion de transhumanisme. Et souvenez-vous ce que je vous avais dit au terme de la première crise 1948, on a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc on a accepté un règlement des règles pour aller vers plus d'humanisme, et il n'y a pas d'autre solution pour contrer le transhumanisme. Ce sera de développer donc l'issue ultime, ce sera la seule qui nous permettra de perdurer dans le temps, vraiment la seule qui nous permettra de, comment dire, de perdurer dans le temps. Et c'est en cultivant le strict opposé. Vous savez, je vais prendre une métaphore à 2 sous 50. Vous prenez votre café, mais vous n'avez pas le temps. Vous avez un rendez-vous et vous devez partir. Et ce café, il est trop chaud. Qu'allez-vous faire? Prendre de l'eau tiède et le diluer jusqu'au moment où il n'aura plus de goût de café? Ou bien vous allez prendre de l'eau très froide, donc le strictement opposé de votre café, et en mettre quelques gouttes pour pouvoir le boire tout de suite. Et ça, malheureusement, c'est la grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument développer l'humanisme et on manque d'outils. On manque d'outils, mais je vais quand même vous dire, on ne manque pas d'outils. On ne manque pas d'outils. Pourquoi? Parce que comme nous avons eu de grands scientifiques qui ont fait de grandes découvertes en 1900, nous avons eu des scientifiques aussi qui ont fait des découvertes dans les biotechnologies, et je ne suis même pas contre la biotechnologie, je suis juste dans son usage correct, dosé, et qui ne va pas à l'encontre de l'évolution de l'être humain. Je vous garantis qu'il y a aussi eu de grands scientifiques, de très grands scientifiques, qui ont aussi posé des bases scientifiques concrètes au développement de l'humanisme. Seulement ces personnes-là, on ne les a pas écoutées. On n'a pas voulu développer leurs découvertes, leurs idées. Et donc c'est tout simplement de ce côté-là qu'il faut s'orienter, mais ça existe. Donc j'en ai repris ici quelques-unes. Et parmi ces grands scientifiques, je ne peux pas tous les citer malheureusement, mais il y a Carl Gustav Jung. Pour plein de choses bien entendu, mais notamment son processus d'individuation. J'en ai déjà parlé dans ma première séquence vidéo. Ce processus d'individuation, c'est la crise que chaque être humain doit transcender. Aujourd'hui, nous y reviendrons. Et quand même, pour faire un lien avec ce que je vous disais au début, quand on regarde les théories autour de ce processus d'individuation, on se rend compte qu'il a lieu naturellement, il peut être accéléré, mais naturellement, il a lieu vers 45 ans. Et donc, on se rend compte que le progrès technologique qui a eu lieu début du XXe siècle a permis d'augmenter l'espérance de vie de 45 ans vers 83 ans. Et donc, finalement, ça nous prouve qu'une avancée technologique était nécessaire. Je ne suis vraiment pas contre la technologie. On peut être bien à vivre dans les arbres, mais c'est pas le sens de notre vie non plus. Et donc, grâce aux découvertes technologiques sages qui ont été faites dans la première crise, on a pu augmenter notre espérance de vie et laisser justement le temps de déployer notre processus d'individuation à condition de connaître et de le faciliter. D'accord ? Un autre grand scientifique, Paul MacLean. Alors il faut savoir, Paul MacLean a développé la notion de cerveau triunique, que tout le monde connaît un petit peu, reptilien, limbique, néocortex. Donc il faut savoir que c'est sur ce modèle-là que j'ai développé mon modèle AMC, dont je parlais dans la première vidéo. C'est aussi au travers de grâce à ce modèle-là, que j'ai vraiment pu comprendre, moi personnellement, et je vous le partage aujourd'hui, finalement cette évolution au fil des siècles, j'ai envie de dire, et les solutions qui sont dégagées. Donc vous voyez que rien que le modèle du cerveau est triunique, si on prenait la peine, et j'aurai l'occasion de vous exposer plus largement mon modèle AMC, si on prend la peine de développer ce qui existe déjà, on arrive à des solutions. Et puis, il y a encore d'autres découvertes. Et là, bien entendu, on a bloqué, la science a voulu absolument bloquer cette découverte pour des raisons, comme le disait Yuval Harari, pour des raisons strictement économiques. Et un grand chercheur, peut-être le chercheur le plus important pour servir de fondement scientifique à tout ce qui est nécessaire de développer pour construire ce troisième paradigme, c'est Jacques Benveniste, qui est mort malheureusement aujourd'hui, mais dont les travaux ont été repris de main de maître par le professeur Marc Henry,
que je salue 1000 fois au passage pour la qualité des échanges et pour son intérêt lors de nos échanges ici il y a quelques semaines. Merci beaucoup. Et qui a développé simplement les théories autour de la mémoire de l'eau. C'est fondamental, mais bien entendu, ça a été complètement cassé pour des intérêts clairs. Je vais vous le dire clairement, tous ces domaines que je vous cite, ça va nous permettre d'accéder à une autonomie sanitaire. Et c'est l'autonomie sanitaire dont nous avons besoin pour atteindre le 3e paradigme de conscience. Il y avait encore une dernière découverte dont j'avais envie de vous parler, qui a été un petit peu plus popularisée, qui gêne un petit peu moins. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, qui replace un cadre très vaste à la notion justement d'autonomie sanitaire, d'autonomie dans notre santé. Et donc ça, j'aurai l'occasion de vous expliquer dans la prochaine capsule vidéo ma vision de la santé, que j'étudie maintenant depuis près de 18 ans, et les modèles que j'ai développés autour. Et on va voir un petit peu comment on peut redéfinir une santé pour reprendre vraiment pleinement les rênes de notre vie, dont notre santé est un axe essentiel. Voilà. J'espère que ce contenu vous a plu. J'en reste là pour aujourd'hui. J'ai peut-être été un petit peu plus longue dans la première vidéo, mais je vous demanderai tout simplement, si vous le voulez bien, c'est de partager. Je fournis ce contenu gratuitement et un petit acte très simple, c'est vous abonner, c'est liker, vos commentaires, c'est ce qui me fait le plus plaisir, et puis un petit partage. Je pense que vu ce qu'on est en train de traverser, vu ce qui nous attend, ce sera vraiment, vraiment utile pour le futur. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite tout simplement, encore une fois, c'est de surtout prendre soin de vous. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et surtout, croyez en vous et réalisez-vous. À bientôt.